Jouer sautillant, c'est simplement le truc suivant, hein. C'est que on va avoir sur une route ici une petite masse qui est reliée à une grosse masse. Et puis on appuie sur la masse et donc la petite masse va se mettre à osciller. Alors, le truc en fait qui est assez simple à comprendre, le principe est très simple à comprendre, hein. C'est qu'au départ, si on fait des petites oscillations, le ressort va se comprimer assez peu, et donc il va faire une force assez faible, d'accord? Et donc la grosse masse ne va pas se soulever. Si par contre on comprime très fort le ressort, il va à la fin obtenir une force qui est extrêmement grande, et à ce moment-là, il va éventuellement soulever la grosse masse. Donc la question, c'est de combien on comprime le ressort. Voilà. Donc c'est ça toute la question. Donc voilà le problème. Alors, que je retrouve ce coup-ci ma correction que j'ai faite. Voilà, mon jouet oscillant, il est là. Donc on vous dit que à l'équilibre, le jouet M est posé sur le sol à la cote Z' égale 0. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est les conditions au départ. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'au départ, mon jouet, si je fais rien du tout, il a une élongation qui vaut L. L0. Mais au départ, je vais lui appuyer dessus. Ce qui fait qu'il n'a plus qu'une longueur ZE. Ah, vous avez l'air vraiment fatigué, hein. C'est la fatigue? C'est vrai? C'est la fin de trimestre, là? J'ai pris un café à midi. J'ai pris un café. Ça, il faut vraiment vous reposer, hein. Voilà, donc la masse M est posée dessus et ça le met à l'équilibre Z' égale 0. Dans ces conditions, la position d'équilibre de la masse est notée ZE. On souhaite déterminer la force minimale pour que le jouet décolle. Dans ce but, on étudie le cas opposé pour lequel la masse M' reste en contact avec le sol. Voilà. Donc en bas, j'ai mis une masse M' qui est ici. Premièrement, écrire la relation fondamentale de la dynamique pour la masse M et en déduire l'expression de la position d'équilibre ZE de la position initiale Z0. Bon, alors ça, c'est pas très compliqué. Normalement, à l'équilibre, Tu sais, les exercices qu'on n'a pas fait, on aura une correction ou pas? alors, Maintenant détaillé. je crois que Julien Labbé a mis les résultats sur le Moodle. On nous donne Vous aurez les résultats des exercices. les autres exercices qu'on a. Ouais. Ceci étant dit, je vous incite pas forcément à les faire tous. Ce que je vous incite, c'est à bien travailler ceux qu'on a déjà fait. Ça risque de tomber sur l'examen. Oh, mais si vous regardez ceux qui sont venus en partiel, ils sont pas loin de ceux qu'on avait fait en TD, hein. Ouais. C'est-à-dire d'abord vérifier que vous savez votre cours, c'est une chose très importante. Ça, vous savez les formules qui est dans votre cours et redémontrer ce qui est dans votre cours, ce qui est déjà bien. Ensuite, que vous savez refaire les exos qui est dans le TD, d'abord en regardant votre cours, en vous aidant de votre cours et de la correction, et ensuite que vous savez le faire sans regarder la correction, et ça sur tous les exos qu'on a fait en cours.
Donc là, il y a la correction qui est sur YouTube et puis qui est en transparent. Enfin, vous avez tout pour le faire. Et déjà, quand vous aurez fait ça, vous aurez fait 80% du travail, même avant d'aborder d'autres exercices. Après, vous pouvez regarder d'autres exercices qui n'ont pas été faits, mais je pense que déjà faites ça, ça sera déjà bien. D'accord. Avant d'attaquer d'autres exercices. Après, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez en faire d'autres, mais je pense que déjà commencez par faire ça. D'accord. Ça vous assurera au moins la moyenne, voire plus à l'examen. Bon, donc à l'équilibre, on a la relation fondamentale de la dynamique qui est que mg est égal à moins k L0 moins ZE. D'accord. Alors là, il faudrait peut-être que je me gradue un peu quelque chose dans le bon sens, sinon ça va pas aller, parce que là, manifestement, j'ai gradué vers le bas. Là, j'ai dû graduer vers le bas, puisque mg, pour moi, est positif. Donc la ligne d'après, je vois que c'est positivement. Donc ensuite, ce qu'il vous dit, c'est d'utiliser la ZE pour simplifier la relation fondamentale de la dynamique. D'accord. Donc vous écrivez simplement que vous avez la relation fondamentale de la dynamique va prendre la forme suivante. Va prendre mg, ma est égal à la somme des forces. C'est égal à moins mg moins k L0 moins ZE. D'accord. Et vous pouvez écrire simplement, vous posez K. Pardon, excusez-moi. Si vous appuyez dessus, ça va prendre la forme suivante. Ça va prendre la forme suivante. Moins L0 plus ZE moins plus L0 plus Z. Avec ici un M. Donc en fait, ça revient simplement à prendre la position d'équilibre, d'accord, et puis à rajouter le déplacement de la structure vers le bas. Okay. Donc c'est ça qui est un petit peu embêtant parce que vous faites le déplacement par rapport à la position d'équilibre. D'accord. Donc le premier terme ici, il représente ici la position d'équilibre. Elle est donnée par L0 moins ZE. Donc ici je dois avoir un moins. Ou Z0. Ouais, je dois avoir un moins ici, excusez-moi. C'est un moins. Donc ça représente simplement la position d'équilibre auquel je soustrais Z moins L, qui elle est le déplacement de mon jouet. D'accord. Et en fait, je peux écrire ça simplement sous la forme. Vous voyez que ça simplifie et j'écris ça simplement ZE moins Z. Ce qui est assez logique, hein, finalement. Le déplacement de mon jouet, c'est simplement le fait qu'il soit ici. Si je suis à une position Z, l'enfoncement de mon jouet, c'est la force supplémentaire que je lui mets, simplement K fois Z2 moins Z. D'accord. Donc je peux le définir par rapport à Z2.
Donc à ce moment-là, quand j'ai tout mangé dedans, je peux écrire simplement que j'ai MA qui est égal à K facteur de moins Z plus ZE. Et je pose à ce moment-là grand Z qui est égal à ZE moins Z. Et j'arrive à la relation fondamentale de la dynamique qui s'écrit moins K grand Z est égal à MZ point point. Je sens que vous avez tous été largués là. Est-ce que vous voulez que je vous le refasse en détail? C'est juste un changement d'origine. Vous voulez que je vous réexplique les différents termes? Ouais. Non, je vais le faire vite. Bon, la somme des forces, vous êtes d'accord que vous avez un terme qu'elle ressort. D'accord? Ça, il n'y a pas de souci, elle ressort. Avec un moins d'ailleurs. Et puis, il y a le ressort. Bon, ce terme-là, on a vu que c'est égal à K facteur de L0 moins ZE. Vous êtes d'accord avec moi? ZE, pardon. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Le ressort maintenant, c'est égal à K. Et si je suis un terme ici en Z, d'accord, c'est égal à L. C'est égal à L0 moins Z. D'accord, c'est ça la force du ressort. Ok. Donc si je fais la somme de tout ça, vous voyez que les L0 vont simplifier. Il va me rester simplement ça. D'accord? Il va me rester... Non, je vais vous l'écrire bien. Il va me rester K. Les L0 s'en vont. Il va me rester un truc du type ZE moins Z. Ok, parce que là j'ai un moins devant. Ok. Et c'est ça que j'appelle grand Z. Alors pourquoi j'ai le droit de l'appeler grand Z? Parce que quand je vais dériver ce truc-là, comme Z2 est une constante, j'ai le droit de dériver parce que la dérivée d'une constante, c'est 0. D'accord? Et donc ça me donne bien pour la relation fondamentale de la dynamique, ce truc-là. Ça, c'est une équodif. Ah, ça, c'est une équodif, à n'en pas douter. C'est bon, c'est plus clair maintenant? Ouais. Ça vient tout simplement de là. Bon, donc ça, c'était pas très compliqué. Hein. C'est juste un changement de variable. Alors maintenant, où ça va devenir un petit peu plus compliqué, c'est qu'il va falloir qu'on résolve ce truc-là. Bon, alors, comme il me l'a fait remarquer, c'est une équation différentielle. Donc, a priori, ça va se passer relativement bien. Je vais quand même retrouver ma correction de ce truc-là. Alors, TD7, TD7, TD6, TD8, je peux ma correction.
Voilà, ça doit être par là ma correction. Voilà. Donc, ça nous donne quoi ce bazar? Si on résout ce truc, ça va nous donner effectivement. Alors, la solution de ce truc-là, vous la connaissez tous, hein. La solution de ce machin-là, c'est simplement Z égale Z0 cosinus oméga t avec oméga est égal oméga carré est égal à K sur M. Donc ça, c'est la période de l'oscillateur harmonique. Alors, on sait qu'à t égale 0, à t égale 0, on a grand Z, on a petit z égale Z0, hein, par définition. Et donc, grand Z 0 qui est égal à ZE moins Z0. Voilà. At, arrobas. En général, c'est comme ça que je note les conditions d'origine. À t égale 0. Bon, alors maintenant, ce qu'il vous demande, on va regarder un petit peu le problème suivant. Donc là, on a trouvé comment le ressort oscillait. Maintenant, on va se poser la question de la force de tension du ressort. D'accord? Parce que notre ressort, il va exercer une tension sur la boule qui est en bas. Okay. Donc la question, c'est quel est l'effort que va faire la boule, la ressort sur la boule d'en bas. Donc en fait, on a ici donc je vous rappelle quand même les différentes forces, différentes longueurs qu'il y a sur mon ressort. Donc ici, j'ai le ressort, j'ai ma boule en bas. Donc Z0, c'est l'endroit où il part. D'accord. ZE, c'est l'endroit où il est en équilibre avec la boule d'en haut. ZE, c'est ça. Et puis L, c'est quand il est au repos. D'accord. Il fait une longueur L. Ça, c'est les trois longueurs qu'il faut avoir en tête. Donc en fait, la force qui est exercée sur la boule du bas, c'est la force qui est comprimée entre ZE et Z. C'est-à-dire c'est K, Z, cosinus, oméga t. Parce que c'est la compression entre ZE et Z. C'est-à-dire que le moment où on prend la boule à l'équilibre à ZE, d'accord, et puis à ce moment-là, il va appuyer, et c'est cette force-là qui va lui être transmise. D'accord. Parce que quand vous êtes à l'équilibre, finalement, ce qui est transmis, c'est uniquement la masse. D'accord. Si je suis à l'équilibre, le ressort n'exerce aucune force sur la boule du bas. D'accord. D'autre que sa masse.
le joule. Quelle Le ressort, énergie? elle s'arrête. Quelle énergie? L'énergie du ressort, quand elle oscille, à un C'est moment l'effet donné, elle Joule. s'arrête. Ouais, c'est l'effet Joule. Elle est sous effet joule. Ouais. D'accord. Le ressort, il chauffe. Et ça, c'est parce que les molécules ou les atomes sont en friction dans le ressort. Non, c'est les spins qui s'alignent, qui se désalignent. Les spins, Ouais, il y a un moment magnétique dans le ressort qui se... Enfin, sinon, plutôt, c'est la tension entre les atomes du ressort qui se... Vous avez les forces élastiques entre les atomes qui se... ça veut dire que si un ressort on le met dans le vide, dans l'espace, elle s'arrêterait quand même. Bien sûr. Alors, ça vous donne simplement que K fois ZE moins Z0 soit supérieur ou égal à MG. J'arrive, j'en ai pour 2 secondes. À M'G. Ce qui vous donne simplement que ZE moins Z0 soit supérieur à M'G sur K. Voilà. Bon, reposez-vous bien quand même pendant ce week-end, pendant ces vacances. Ouais, merci. Travaillez un peu la méca. Je vous mets en ligne la fin du pendule. Ouais. Donc regardez-le quand même. Donc je vais faire ça aujourd'hui, j'espère. Et vous aurez en ligne tous les TD qu'on a. Ok? Merci monsieur, bonnes vacances. Bonnes vacances. Ouais, je veux bien, ouais. Si vous pouvez me débrancher le zinzin, là, et l'éteindre. Je vais faire la pêche miraculeuse. Bien, donc dans cette partie, on va regarder le problème du pendule simple. Donc le pendule simple, c'est un problème qui est le suivant. Donc on a ici un pendule qui est suspendu avec donc ici une masse M d'un fil. Et puis ici, on écarte le pendule d'une masse, d'une quantité d'état zéro. Et on va le laisser osciller. C'est ça le principe du pendule oscillant. D'accord ? Alors dans ce truc-là, il faut faire un tout petit peu attention pour s'en sortir. Il faut bien orienter les angles. Donc ici, il part d'un angle θ 0. Donc on va bien orienter les angles et les θ dans ce sens-là. Et donc on vous demande d'abord d'écrire l'équation du mouvement, donc un système de coordonnées polaires. Donc c'est pas compliqué, on va d'abord produire les vecteurs de base du coordonnées polaire. Donc on a ici Uro, et puis Uθ qui est là. Et puis la seule force qui intervient ici, c'est le poids, donc qui est mg ici, et qui est vertical. Donc, bon, à partir de là, on peut simplement... donc on va grossir juste cette partie-là, hein, donc on va grossir juste cette partie-là pour qu'on voit bien ce qui se passe ici. Donc si on grossit juste cette partie-là, on obtient la chose suivante. On obtient ici, donc j'ai le vecteur Uro, ici j'ai le vecteur
Uθ. Et puis j'ai le poids qui est comme ça. Ok, donc là c'est Uθ. Là j'ai euro. Là j'ai mg. Et alors si je reporte bien le poids, en fait ici, ici j'ai l'angle θ. D'accord, qui se reporte ici. Okay, alors je vais pas mettre θ0 dès le départ ici, parce qu'en fait, θ0, c'est l'angle de départ, mais de façon générale, c'est pas θ0 qui est là. Bien, donc à partir de là, il va falloir qu'on écrit simplement la relation fondamentale de la dynamique. Alors ici, on a quand même une chose, c'est que donc la longueur de notre truc, c'est L. Ok. Donc l'accélération dans ces coordonnées-là. Alors je vous laisse regarder ça, on peut le redémontrer, etc. Mais quand on a L qui est constant, ça prend simplement la forme moins V au carré là. Et puis l'autre composante, c'est simplement dV sur dt. Ok. Donc ça, c'est pas très compliqué. Et puis les composantes du poids. Hein. Donc il suffit de regarder, alors en faisant un tout petit peu attention au signe. Donc vous voyez que si je projette ici, d'accord. Alors évidemment, je me suis planté ici, puisque si c'est euro, hein, c'est pas Uθ ici. C'est euro. Donc vous voyez que si j'ai un angle θ ici, j'ai P qui vaut simplement mg cosinus θ, mais qui vaut moins mg sinus θ pour la composante sur Uθ. Voilà. Donc là, par contre, il faut faire un tout petit peu attention au signe pour bien avoir le bon signe, sinon on va trouver des choses un petit peu aberrantes à la fin. Et donc là, les deux équations du mouvement qu'on va obtenir, c'est simplement sur la composante x, on obtient v carré sur L. Donc c'est L θ point au carré plus mg cosinus θ est égal à 0. Et sur l'autre composante, on obtient alors dv sur dt, ça vous fait simplement L θ point plus mg sinus θ est égal à 0. D'accord. Avec un m évidemment qui se promène, puisque c'est la somme des forces qui est égale à ma. Donc, voilà, donc ça, c'est les deux équations qu'on a pour la relation fondamentale de la dynamique. Hein. Donc ça, c'est deux équations. Pour l'instant, on n'a rien fait. Donc ces deux relations qui sont a priori exactes. Alors si on continue, alors je m'aperçois que j'ai oublié un L ici, puisque c'est L θ point carré sur L. Hein. Donc il y avait ce L ici que j'ai oublié. Donc il y a un L ici qui apparaît. Donc si je continue ça, ben, les choses se simplifient. Hein. Donc ça me donne simplement ici un L θ point carré plus, donc les m se simplifient, ça me fait un g cos θ est égal à 0. Et ici, ça me donne simplement un θ point plus g
L θ point plus G sinus θ égale à 0. Donc on obtient comme équation finalement θ point carré plus G sur L cos θ est égal à 0. Et puis θ point plus G sur L sinus θ est égal à 0. Voilà. Donc ça, c'est les deux équations dont on a besoin. Donc c'est la même. Pour l'instant, on n'a pas fait d'approximation. Donc pour l'instant, c'est les mêmes équations que ce qu'on a vu au départ et qui pour l'instant sont exactes. Okay. Donc en fait, celle dont on va s'occuper, c'est essentiellement l'équation 2. D'accord, on va numéroter celle-ci. On va l'appeler 1. Celle-ci, on va l'appeler 2. Et on va s'occuper essentiellement de l'équation 2. Alors, le point avec l'équation 2, c'est que le problème, c'est qu'elle n'est pas linéaire, parce qu'on a un terme qui est en sinus θ. Alors ça, c'est un petit peu embêtant, parce qu'une équation comme ça, vous voyez, qui n'est pas linéaire, en fait, on ne sait pas la résoudre. Donc en fait, on va utiliser l'astuce, c'est que pour θ petit, on a sinus θ qui est de l'ordre de θ. Ça nous arrange bien, parce que du coup, on se retrouve avec une équation du type θ point plus G sur L θ qui est égal à 0. D'accord. Et ça, c'est une équation que vous connaissez bien, qui est du type θ point plus oméga 0 carré θ qui est égal à 0, avec oméga 0 carré qui est égal à G sur L. D'accord. Alors pourquoi on met oméga 0 carré? Ben, vous savez que quand vous regardez ça, dimensionnellement, ici vous avez un θ0, donc c'est un temps carré, donc ça doit être 1 sur un temps carré. Et donc oméga 0 carré, c'est bien 1 temps sur un temps carré. Donc vous avez cette relation qui apparaît assez trivialement. Oméga 0 carré égale G sur L. Et alors, ça, les solutions de cette équation, vous les connaissez bien. D'accord. Alors, je vous rappelle qu'il faut faire attention parce que vous avez deux types d'équations. Je vous le mets ici juste pour mémoire. Vous avez des équations du type θ point est égal. Excusez-moi, je vais le remarquer. Vous avez des équations du type θ point est égal à moins alpha θ. Et la solution, c'est θ est égal à cosinus. Et vous avez la solution θ point est égal à plus alpha θ. Et à ce moment-là, la solution, c'est θ est égal à une exponentielle. Donc, il ne faut pas se tromper entre les deux, parce qu'évidemment, une exponentielle, c'est pas tout à fait la même chose qu'une fonction cosinus. Donc ici, on a une fonction cosinus. Donc, ce qu'on peut écrire simplement ici, c'est que vous avez θ qui est égal à A cosinus oméga 0 t plus phi. Faut pas oublier que vous avez quand même, quand vous avez une équation de second ordre, vous avez forcément deux constantes à l'origine. Alors, vous allez les trouver facilement, ces constantes à l'origine. Alors, comment vous allez les trouver? Vous trouvez qu'à t égale 0, vous avez θ qui est égal à θ0 et v qui est égal à 0. Alors, vous avez ça vous donne simplement que vous avez θ0 qui est égal à A cosinus phi. Et ça, v égale 0, ça vous donne que moins A sinus phi est égal à 0, puisque quand je dérive, enfin moins A, pardon, excusez-moi, il y a oméga 0 qui traîne que j'ai oublié. Si j'ai moins A, excusez-moi, je n'arrive pas à bien écrire, excusez-moi, moins A oméga 0 sinus phi est égal à 0, ça me dit simplement que à t égale 0, la vitesse est nulle.
Donc ça, vous en tirez immédiatement que phi est égal à 0. Et à ce moment-là, si phi est égal à 0, vous en tirez immédiatement là-haut que A est égal à θ 0. D'accord? Donc vous obtenez que θ est égal à θ 0 cosinus oméga 0 t. Voilà, donc là vous avez obtenu l'équation des petites oscillations. Quand vous faites bien qu'à t égale 0, vous avez bien θ 0, et vous avez bien v égale 0, donc vous êtes content, vous avez trouvé ce que vous voulez pour les petites oscillations. Ok, donc je répète, c'est des petites oscillations, et alors c'est harmonique, vous vérifiez bien ici que oméga 0 carré égale g sur L, donc ça ne dépend pas de l'amplitude, on est bien avec un oscillateur harmonique. Maintenant, c'est tracé en fonction du temps, la vitesse et la position. Ben, en fait, vous êtes déphasé simplement de pi sur 2. Donc, si vous tracez... Alors, vous tracez sur les mêmes, mais évidemment, c'est pas la même. Il y en a qui a la vitesse, l'autre qui a la position. Donc, si vous mettez à t égale 0, vous avez ici une qui est à θ 0. Et la vitesse, alors on va mettre la position en bleu. Donc, la position ici, on a θ 0. On va se mettre à faire des sinus, comme ça. Puis, contraire à la vitesse qu'on va mettre mettons en vert, à t égale 0, la vitesse est nulle. Et par contre, quand le pendule passe à 0, la vitesse est max. Et puis quand le pendule se retrouve de l'autre côté, la vitesse va être nulle. Puis quand le pendule repasse à une position 0, la vitesse est max. Quand le pendule passe là, la vitesse est nulle, etc., etc., etc. Donc vous voyez qu'ils sont tous les deux en opposition de phase. Ok. Voilà. Par contre, il y a une chose alors qui est assez intéressante, c'est que si on utilise le fait que cosinus alpha plus sinus alpha est égal à 1, on peut faire apparaître quelque chose d'assez intéressant. Alors, on va y aller. Donc ça, c'était la question numéro 2. Donc la question numéro 3. Alors, la question numéro 3, on va regarder des choses comme ça. Donc, on a x, on a θ qui est égal à θ 0 cosinus oméga t. Et puis, donc, simplement en dérivant, on obtient que θ point est égal à moins θ 0 oméga 0 sinus oméga t. Alors, ce qu'on peut écrire simplement, c'est que vous avez toujours sinus carré plus cosinus carré égale à 1. Et vous obtenez alors cette relation qui est absolument triviale, qui est que θ sur θ 0 au carré plus θ point sur θ 0 oméga 0 au carré est égal à 1. Alors, je vous... Bon, maintenant, on va juste faire un tout petit rappel de lycée. Vous savez, quand vous avez une équation du type x sur a au carré plus y sur b au carré égale 1, ça correspond à une ellipse d'axe A et B. Donc là, quand vous avez quelque chose du type θ sur θ 0 au carré plus θ sur... non, c'est l'inverse, excusez-moi. C'est θ sur θ 0 au carré plus θ point sur θ 0 oméga 0 au carré égale 1. Si vous mettez dans le plan θ point, en fait, vous êtes en train de faire une ellipse qui a pour hauteur ici θ 0 et ici θ 0 oméga 0. Voilà.
Donc ça, c'est très étudié dans certains, dans d'autres contextes sur lesquels je ne reviendrai pas, mais c'est un truc qui est quand même très très étudié. Donc c'est important parce que quand vous allez au-delà de l'harmonicité, ce truc-là se met à se déformer. Enfin, on peut faire plein de choses avec. Donc, maintenant, on vous demande de déterminer la vitesse en fonction de θ. Bon, alors si vous continuez pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez en tirer quelque chose bon, de pas d'assez évident. Vous en tirez simplement que θ point sur θ0 oméga 0 au carré est égal à 1 moins θ sur θ0 au carré, d'accord? Et vous obtenez simplement que θ point est égal à θ0 oméga 0 fois 1 moins θ sur θ0 au carré avec une racine carrée, ce qui vous entraîne que θ point est égal à L θ0 oméga 0 sur de 1 moins θ sur θ0 au carré. Voilà, c'est le premier résultat qu'il vous demandait de trouver. Vous pouvez remarquer au passage que c'est homogène parce que vous avez un truc en L oméga 0, ce qui est bien homogène à une vitesse. Alors, le quatrième, bon, alors on vous demande, en fait, on va le faire maintenant le même problème, mais en utilisant les théorèmes d'énergie. Alors, premièrement, on vous demande d'établir l'énergie cinétique. Bon, ça, c'est une trivialité, parce que l'énergie cinétique, vous savez ce que c'est 1,5 de mv2. Bon, ça, c'est pas un scoop. Vous savez que V, c'est L, θ point, donc vous obtenez que l'énergie cinétique, c'est 1,5 de M, L, θ point, au carré. Bon, ça, c'est pas bien compliqué. Alors, l'énergie potentielle, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est mgh. Alors, le problème, c'est de trouver h. Et si vous prenez votre pendule qui est comme ça, le h pour le pendule, il est là parce qu'on prend la référence quand le pendule est tout en bas. Vous voyez, on prend l'énergie potentielle à 0 quand il est tout en bas. Le h, il est là. Alors, il faut savoir que donc la longueur de mon truc, c'est L. D'accord. Voilà. Là, j'ai un angle θ. Et en fait, la longueur h ici, c'est cette longueur-là totale, moins cette longueur-là. D'accord? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que cette longueur-là, c'est L, et cette longueur-là, vous pouvez vous convaincre assez facilement que c'est L cosinus θ. Ce qui vous donne immédiatement que H égale à L moins L cosinus θ. Et vous obtenez à ce moment-là que l'énergie potentielle est égale à mg L facteur de 1 moins cosinus θ. D'accord. Et vous obtenez que l'énergie cinétique, l'énergie mécanique totale, c'est 1,5 de M L carré θ point carré plus mg L facteur de 1 moins cosinus θ. Voilà un autre résultat sur l'énergie mécanique.
θ point égale L, θ0, oméga 0. 1 moins θ sur θ0. Bon, alors, d'après le théorème de l'énergie cinétique, delta EC, c'est la somme des travaux des forces, et le travail du poids, c'est simplement la variation d'énergie potentielle. Donc, on en arrive simplement au fait que 1 demi de m L carré θ point au carré est égal à MGL facteur de 1 moins cosinus θ. Donc ici, vous avez un certain nombre de termes qui se simplifient. Et alors, le M s'en va. Le L, il ne vous reste plus qu'un carré ici. Et il vous reste finalement que le θ point est égal à 2 G sur L, facteur de 1 moins cosinus θ. Okay. Donc finalement, θ point, là j'ai un carré encore, θ point est égal à 2 G sur L, 1 moins cosinus θ. Hop. Donc ça, c'est la deuxième façon d'exprimer le θ point en fonction de θ en passant par des paramètres énergétiques. Ok. Donc voilà. Donc maintenant, ouais, voilà. Alors, ils nous disent que pour des petites approximations, on peut aussi faire l'approximation que le cosinus θ, donc ça c'est toujours vrai, donc pour θ petit, on a cosinus θ qui est de l'ordre de 1 moins θ carré sur 2. Alors, vous voyez qu'en fait, quand on a le sinus, comme le sinus c'est une fonction impaire, on garde dans les développements, on garde les termes de puissance impaire. Donc, vous avez θ, θ3, θ5, etc. Et quand le cosinus, lui, il est pair, et bien on garde les termes de puissance paire, donc le 1, le θ carré, etc. Donc, on va remplacer simplement là-dedans. Bon, donc, on remplace là-dedans. Donc, on cherche V. Donc, V, c'est simplement L, θ point. OK. Donc, ça me fait L fois 2G sur L fois 1 moins θ2 sur 2. D'accord. Donc ça, c'est ce que j'avais ici. Alors, si je regarde un peu ce qui reste, ça fait L fois 2G sur L. Puis ici, il me reste un 1 moins, et il me reste un θ carré sur 2. Alors, G sur L, il ne faut pas oublier ce que c'est que G sur L. G sur L, c'est ni plus ni moins que oméga carré, d'accord, tel qu'on l'a défini au départ. Ça, ce terme-là, c'est oméga 0 au carré, d'accord. Vous voyez qu'ici, les deux se simplifient. Et vous obtenez directement que V c'est égal à L oméga 0 θ. Ça, c'est le premier résultat qu'on voulait obtenir. Alors, on vous demande maintenant de vérifier si on obtient bien la même chose quand on faisait l'analyse tout à l'heure avec l'analyse par l'énergie, mais avec l'approche dynamique. Alors,
tout à l'heure, on avait obtenu la relation suivante. Par la preuve dynamique. On avait obtenu, donc il faut que je remonte un petit peu en arrière. On avait obtenu que V... alors je remonte en arrière. Fois avec une racine carrée. C'est ça qu'on avait obtenu. Et ça, c'est égal à L oméga 0, facteur de θ 0 au carré moins θ au carré. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la dernière partie, c'est-à-dire au problème de l'énergie mécanique et de montrer la conservation de l'énergie mécanique dans ce... Alors en fait, montrer que l'énergie mécanique se conserve, c'est pas très compliqué, à condition de partir dans la bonne direction. C'est-à-dire que si on commence à développer des trucs dans tous les sens, on est foutu. Par contre, si on le fait correctement, c'est très facile. Donc on va écrire que l'énergie mécanique, c'est simplement l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors jusque-là, ça ne mange pas de pain. Et l'énergie cinétique, c'est 1/2 de m L θ point au carré plus m GL facteur de 1 moins cos θ. Donc jusque-là, on n'a rien fait d'extraordinaire. Et là, ce qu'on va faire, alors alors là c'est balèze, on va le dériver. Puisque vous savez, quand on veut montrer que quelque chose est constant, on prend sa dérivée, on montre que sa dérivée est nulle. Et alors là, ça va nous faire 1/2 de m. Bon, celui-là, on le garde. Le L carré, on le garde. Et alors là, ce qui nous fait apparaître ici, θ point au carré, quand on le dérive, ça nous fait 2 θ point. Donc ça, c'est la dérivée. Et puis, ça nous fait apparaître θ point carré, ça nous fait 2 θ point point. Puisque θ est une fonction, donc quand je dérive la dérivée de f au carré, ça fait 2f f'. Plus mgl. Alors dans ma parenthèse, le 1 quand je dérive, ça fait 0. Par contre, le cosinus θ quand je dérive, ça me fait θ point. Et puis le cosinus, ça fait moins sinus θ, donc je mets un plus devant. Et ça me fait un sinus θ. D'accord. Voilà. Et donc là, si je continue à aller un petit peu plus loin, donc on va simplifier déjà ce qu'on peut simplifier. Hein. On va grouper un peu devant tout ce qu'on peut grouper. Donc on va factoriser, comme on dit. Donc on va factoriser. Alors les deux simplifient ici. Et il me reste, alors je sais pas, un G qui manque quelque part. Non, je n'ai pas de G qui manque. Donc on va dire, on va simplifier, on va simplement factoriser les M et les L. Ça veut dire qu'il me reste un ML, facteur de L. Et le θ point, on peut le factoriser aussi, excusez-moi. ML, θ point, facteur de θ point point, L θ point point, plus G sinus θ. Voilà. Ça, c'est l'équation qu'on obtient quand on fait ça à peu près proprement. Donc le M vient de là, hein, c'est celui-là qui est factorisé. Le L il vient de là, il me reste juste un ici. C'est à point, il vient de là. Quand je le factorise, j'en ai un là et un là.
Le G, il vient de là, et puis un demi, c'est celui-là qui se simplifie. Alors, si je regarde bien, je m'aperçois que ici, c'est simplement l'équation de l'oscillateur harmonique. J'ai mal écrit tout ça. Oscillateur harmonique donc ça vaut égal à 0. Donc D2M sur dt est égal à 0. Ça entraîne l'énergie mécanique se conserve bien. Voilà, c'est ce qu'on nous demandait de montrer. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on a démontré par un aspect dynamique et par un aspect énergétique la période des oscillations dont on a montré que pour les petits angles, elle était bien indépendante de l'amplitude. Donc, c'est ce qu'on appelle un oscillateur harmonique. C'est pour ça qu'il est harmonique. Il a un potentiel quadratique, qui est l'amplitude de la période d'oscillation ne dépend pas de leur amplitude. Et puis, on a vu que dans ce cas-là, l'énergie mécanique se conservait bien. Donc, c'est ce qu'on a montré ici, en montrant que la dérivée de l'énergie mécanique était bien nulle. Voilà.